enregistrer la vidéo et on est parti. Eh bien, bonjour à tous, enfin, etc. Aujourd'hui, comme évoqué la fois dernière, la séance va être sur la deuxième thématique qui me tenait à cœur, la thématique en fait qui m'a poussé à faire du streaming, à savoir Healthy Gamer. Non, j'ai pas pris le temps là-dessus, j'ai eu pas mal de choses cette semaine, donc j'ai pas pris le temps et effectivement j'essaierai de le faire. Donc se renseigner sur Unique. Hop. Alors, donc cette semaine, l'idée c'est de parler de Healthy Gamer. Donc rapidement pour le replacer un petit peu, c'est un gars qui de base était un gamer, donc voilà, qui a failli louper ses études à cause de ça. À un moment, son père lui a dit que ça a déconné un petit peu, qu'il fallait trouver une solution, et ensemble ils sont arrivés sur l'idée de l'envoyer dans un ashram en Inde. Donc c'est les temples hindouistes globalement. Euh, et là-bas, bah, c'était une révélation pour lui, il a eu envie de devenir moine, sauf que les moines lui ont dit, bah écoute, y a pas de souci avec nous, mais on pense que t'as un business qui est pas terminé en Europe, enfin en Amérique, ça serait bien que tu termines tes études, et ensuite si tu veux toujours être moine, eh bien la porte te sera grande ouverte. Voilà, donc il est reparti poursuivre ses études, et il a fait preuve de beaucoup d'acharnement puisqu'il a voulu rentrer dans une fac de médecine. Je crois qu'il a fait plus de 100 lettres enfin 100 candidatures, même encore plus, hein, entre 100 et 200 je crois. Et il y en a eu qu'une seule où il a eu un oui. Donc voilà, comme quoi l'acharnement ça peut payer. Et en fin de compte, bah il s'est spécialisé à terme dans la psychiatrie. Donc ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'à la fois il a l'aspect profession psychiatre et compagnie, et la spiritualité indienne. Voilà. Sauf que cet homme s'est aperçu que dans les champs de la psychologie, de la psychiatrie, le jeu vidéo est une thématique qui est peu maîtrisée. Car ces gens, les références, les pontes, les grands entre guillemets de ces domaines ont globalement, on va dire, entre 45 et 65 ans, si ce n'est plus. Ce qui fait que le jeu vidéo et une personne qui a 55 ans, ouais, c'est pas forcément la thématique qu'il maîtrise le mieux. Il peut avoir été confronté à des addicts gamers, mais par contre, il a peut-être jamais réellement été dans un jeu vidéo, voir l'intérêt que ça pouvait avoir. Du coup, bah, Dr. K, tiens d'ailleurs, voilà. Donc Dr. K, le monsieur qui se trouve ici, euh, a décidé de creuser la question avec des gamers. Donc ça s'est étendu petit à petit, il a dû échanger avec une soixantaine de gamers si ce n'est plus, et il en est arrivé à pas mal de conclusions, notamment après à travailler avec des pros sur la gestion du stress, à coacher les gens, à faire des interviews. Et c'est ce qui m'a motivé à faire ces séquences. En fait, je me suis aperçu qu'effectivement Twitch pouvait être un super bon média pour aider. Donc voilà. Et bah, ça m'a donné envie à la fois de partager la CNV, mais aussi de partager ce que lui transmet en le faisant en français. Pourquoi en français? Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais, tout le monde n'a pas envie de se taper forcément 15 heures de contenu en anglais. Voilà, donc je m'occupe de faire la traduction et de l'interprétation, donc ce que je dis au cours de cette séance va être énormément inspiré de ces vidéos. Concrètement, j'ai écouté la vidéo, j'ai pris des notes, c'est basé sur ces vidéos, mais en même temps, ça reste ce que je dis. Cela n'engage en aucun cas le Dr. K et Alfie Gamer, cela n'engage que Cyanner et Connexion Non Violente qui se sont inspirés de Alfie Gamer afin de construire le contenu de cette vidéo. Je mets cela afin que ça soit bien clair. Voilà. Donc, il a creusé le sujet afin de se donner une compréhension de la relation au gaming, de comprendre comment les gamers perçoivent le gaming, quelle est l'importance pour eux de cela, et ensuite fournir aux gamers des outils pour parvenir à se comprendre, à mieux comprendre la relation qu'ils ont avec leur manière de jouer, et à travers cela leur donner plus de contrôle sur leur relation au gaming. Parce que si t'as pas conscience d'un problème ou d'une thématique, c'est difficile d'interagir dessus. Et Healthy Gamer, donc Dr. K, est est une personne qui au départ avait une relation relativement problématique au gaming. Concrètement, c'est le mec qui s'est endormi pendant un de ses
enfin qui ne s'est pas réveillé pour un de ses partiels d'espagnol. Du coup, bah voilà, il a foiré son année là-dessus. Et qui, à présent, bah, peut à la fois continuer à jouer, mais en même temps, peut, eh bien, développer ses projets, que ça soit le gamer, que ça soit sa relation professionnelle, sa relation, romantique avec sa femme. Voilà. Concrètement, ça, c'est une relation qui rêve plus de quelque chose de sain et c'est l'idée, de permettre aux gamers de déjà diagnostiquer est-ce que leur relation gaming est saine ou pas et en fin de compte, si elle ne l'est pas, d'avoir les éléments pour la transformer en relation un petit peu plus saine. Voilà un petit peu l'idée qui le motivait et l'idée qui nous motive ce soir. Donc on va commencer, par les bases, par rapport à tout ça. Alors, hem, l'idée première, c'est que le gaming a un effet considérable sur notre cerveau, comme en soi toute autre activité laquelle on dévouerait autant de temps. Par exemple, un pianiste qui passe 4 heures par jour à jouer sera impacté par sa pratique. Ça choque personne qu'effectivement c'est, un impact. Par contre, il faut avoir conscience que le gaming, bah, ça a la même conséquence si tu y passes 4 heures, 5 heures, 6 heures, bah, ça va transformer ta perception du monde, ça va aussi, te développer certaines capacités, t'en diminuer d'autres. C'est comme si tu passes 4 heures à la salle par jour, bah, effectivement, tu auras des plus gros biscottos que si tu n'y passes pas 4 heures. Donc, l'objectif, c'est de mieux se comprendre et mieux comprendre notre relation aux jeux vidéo. Voilà pour la petite introduction. Et maintenant, on va passer à la première thématique de ce soir, qui est celle d'être un addict. Alors, qu'est-ce qu'une addiction en soi et est-ce qu'on peut comparer le jeu vidéo à une, addiction? Selon l'OMS, effectivement, c'est une addiction. Selon les selon les techniques de soins, il y en a même qui sont basées sur le jeu vidéo, donc à la fois ça serait une addiction, mais ça peut aussi être un médicament. Ça peut poser pas mal de questions. Pour Elfie Gamer, le jeu vidéo, peut effectivement être dans une pratique, une relation malsaine aux jeux vidéo, mais de base, c'est une addiction à différencier énormément, par exemple, d'une addiction à l'alcool, puisque d'un côté, effectivement, on a un composé, on a des éléments chimiques qui vont interagir avec le cerveau, tandis que de l'autre, bah, c'est notre manière d'agir, de notre relation à l'extérieur qui va faire, possiblement une certaine dépendance. Donc, c'est pas forcément exactement la même chose. Après, la première question à se poser là-dedans, c'est: «Est-ce que je suis un addict?» C'est pour démarrer avec ça, la question c'est: «Est-ce que c'est un loisir ou est-ce que c'est une addiction?» Parce qu'en soi, le jeu vidéo, ça peut aussi être un loisir. C'est pas uniquement tu joues aux jeux vidéo donc tu es un addict. Il y a plein de côtés positifs. Ça permet de s'amuser, ça permet, de de construire du lien, de se détendre, de déstresser. Après une journée un peu compliquée, bah, effectivement si tu te fais une bonne partie de LOL ou alors que tu vas sur je sais pas moi, allez on va dire, heu, allez Pop Up Dungeon, ça peut détendre, ça peut faire du bien et ça peut, ouais, permettre de déstresser la journée. Ça peut aussi permettre d'être en relation avec des personnes. Si tu par exemple, si tu te retrouves sur un raid sur WoW, ça permet de former des relations. Donc ça a plein de côtés positifs. Mais ça peut être considéré comme un problème en soi à partir du moment où, le gaming crée d'autres problèmes. Par exemple, dans le cas de Dr K, le fait de pas se réveiller pour un examen d'espagnol, bah, on peut considérer ça comme un problème. À l'inverse, passer 12 heures par jour pendant un week-end, donc concrètement passer plus de 24 heures à jouer à WoW dans un week-end, si c'est le week-end, après les examens, que tu as bossé pendant un semestre entier comme un fou et que là tu souffles, que tu passes, ouais 24-36 heures non-stop sur WoW, dans le week-end, est-ce que c'est vraiment un problème? Ça a pas de conséquences autres sur tes relations, ça a pas de conséquences sur ton avenir. Concrètement, ça t'a permis de décompresser après toute cette pression. OK. Donc le moment où on pourra se dire que le jeu vidéo, le gaming pose un problème, c'est donc vraiment à partir du moment où il, génère, d'autres problèmes. Donc là-dessus,
on peut le voir de manière un petit peu plus large. Donc là, j'ai évoqué l'exemple du gaming pour se détendre des examens, mais par exemple, si tu as un job qui est stressant une journée et que bah du coup, le soir, tu te fais une bonne partie de LoL ou autre, ça te permet de te détendre. Là-dessus, c'est un mécanisme qui permet d'absorber un petit peu le stress de la journée, faire redescendre le niveau. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais si par contre t'as un job super stressant avec un patron qui te met une pression de fou et que le soir bah tu passes 4 heures sur des jeux vidéo et que le lendemain c'est exactement la même chose et le surlendemain exactement la même chose, bah à un moment là le gaming peut devenir un souci puisqu'il t'empêche de gérer avec tes problèmes du quotidien parce que t'as un job hyper stressant donc ta barre de stress monte pendant la journée à des niveaux qui sont pénalisants en soi pour toi et tu passes une bonne partie de la nuit à essayer de descendre ce niveau et le lendemain ça remonte et le gaming en fait en absorbant un petit peu comme ça va poser un souci puisque tu compenses et t'oublies et ça peut durer pendant des semaines, des mois et t'es plus dans un environnement où tu survis plutôt que tu vis et tu prends pas les mesures afin de changer cet environnement puisque d'un côté bah si tu t'aperçois que cet environnement, ce travail est extrêmement stressant, bah, tu peux parler à ton patron, tu peux essayer de trouver un nouveau taf, tu peux essayer de changer de secteur. Il y a plein de possibilités et le fait d'utiliser le gaming tous les soirs afin de diminuer le stress de la journée et ouais, juste de réussir à continuer à tourner, bah c'est un truc assez dommageable et le gaming dans ce cas-là peut être considéré comme un problème vu qu'il t'empêche d'avancer, de t'épanouir plus dans ta vie. Il te permet de survivre au quotidien, mais il te permet pas de t'arranger pour que le quotidien ne soit pas aussi toxique. Donc là, oui, effectivement, le gaming peut être considéré comme un problème. Par contre, à l'inverse, si tu t'accomplis dans ta vie, que t'es heureux, que d'un point de vue professionnel, c'est ok. D'un point de vue sentimental, t'es aussi très content avec là où tu en es. Et que, ouais, t'as pas de regrets et que tu aimes jouer, même si c'est 15 heures, 20 heures par semaine. Ok, y a pas de problème. À partir du moment où ça n'interfère pas avec tes objectifs ou ton épanouissement. Voilà. Par contre, à partir du moment où ça gêne tes perfs scolaires, ton travail, ta santé aussi, par exemple, ouais, si à cause du jeu vidéo, tu te retrouves à prendre pas mal de kilos, que ça nuit à ton sommeil, que tu prends même plus le temps de prendre soin de toi, donc ouais, juste tu finis par te délaisser, là ça peut être gênant. Pareil si, de par le jeu vidéo, bah ça nuit à tes relations romantiques ou même à tes relations familiales. Si il y a un problème dans ta famille vis-à-vis de ta relation aux jeux vidéo, bah ça peut être quelque chose qui peut être soulevé, une question de est-ce que ma relation aux jeux vidéo est ok? Pour moi elle l'est, pour ma famille elle l'est pas, on peut en discuter, on peut avancer et permettre de construire quelque chose. Donc voilà, il faut réaliser, c'est important là-dessus de réaliser que bah, le jeu vidéo peut apporter énormément de choses, mais ça peut aussi générer pas mal de soucis. Et un des soucis un peu plus insidieux du gaming, c'est, de ce qu'expliquait Elfie Gamer, et je suis assez d'accord, ça bride la créativité. Dans le sens où, bah, vous tous, et moi y compris, combien de fois on a eu des super idées pour un scénario, pour une histoire, pour certains ça peut être le développement d'une start-up, plein de projets qui fourmillent dans l'esprit. En fin de compte, bah on se fait une partie, puis une deuxième partie, et en fin de compte, bah le projet reste un projet imaginaire. Et dans 5 ans, tu te retrouveras à peu près toujours au même endroit. Alors que si t'avais fait peut-être, je sais pas, 2 parties de moins ou une partie de moins par soir et que tu t'étais dit c'est quand même important pour moi ce projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de me lancer dedans. Je réduis un peu le temps de gaming et ça me permet d'avancer là-dedans. Ça peut être quelque chose d'intéressant, donc avoir conscience que le jeu vidéo peut brider cette créativité et préférer jouer plutôt que de progresser là-dedans, à court terme, ça peut être intéressant, mais une question à se poser, c'est dans 5 ans, est-ce que tu seras content avec là où t'en es ou est-ce que tu souhaiterais, dans 5 ans, tu te dirais ouais j'aurais mieux fait de passer un peu moins de temps sur les jeux vidéo et un peu plus sur le projet qui me tenait à cœur, le projet par exemple de start-up ou le projet d'écrire un roman et que bah ouais j'ai passé toutes mes soirées sur LOL
et que mon roman, bah, il en est toujours, à la liste de bullet points sur ça serait très bien de faire, un projet de, allez, on va dire de fabrication de cookies, à destination des petits enfants dans les hôpitaux. Voilà, et ce projet sera resté lettre morte parce que, bah, il y avait, les jeux vidéo qui occupaient. Donc dans tous ces cas-là, le jeu vidéo peut être un problème, à partir du moment où ça interfère globalement avec d'autres éléments de sa vie, personnelle, professionnelle. Voilà. Donc après, comment est-ce que ça se fait que, bah, qu'on en soit là en fait? Heu, c'est la deuxième thématique, c'est de l'intelligence à l'évitement. Il y a tellement de choses qu'on a envie de faire, mais on galère à les entreprendre donc parce que, ouais, on sent une certaine sorte de paralysie à se lancer dans cet inconnu, ouais, on reste dans l'univers du jeu vidéo, un univers qui est connu, un univers, dans lequel on est à l'aise et on se dit: «Je devrais être sur, ce projet, je devrais essayer de l'avancer, je devrais tenter» et pourtant, bah, on sait une partie supplémentaire et on sent cette paralysie. Il y a une petite partie du cerveau qui dit: «Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça». Hem et bon, ça, c'est lié globalement, selon encore une fois Dr K, le fait que les gamers sont globalement plus intelligents en moyenne que le reste de la population et bon, bref, ça c'est lié à des considérations sociales, sociologie, j'y reviendrai peut-être un peu en fin de stream, mais globalement, lorsqu'ils sont gosses, on leur met plus facilement du coup cette étiquette d'intelligent sur le crâne et ils s'y conforment. Au début, ça va, ils risquent cependant à terme, une fois que, bah, ils avancent un peu plus dans leurs études, un petit peu plus à gauche, à droite, bah, d'avoir tendance à éviter les situations où cette étiquette peut être remise en question. Par exemple, devoir, étudier à l'école parce que dans les premières années, ils ont pas eu à étudier, ça passait tout seul. Et ensuite, lorsqu'il faut étudier, bah, ça remet en cause le fait qu'ils sont intelligents s'ils doivent étudier. Et pareil, s'essayer à une nouvelle activité, une activité dans laquelle ils vont et peut-être échouer. Du coup, ils auront l'air stupides. Et bah, la meilleure solution pour parvenir à éviter, ce problème, bah, c'est d'éviter tout simplement de tenter. Parce que si je tente pas, je me foire pas et si je me foire pas, bah, l'étiquette intelligent que j'ai sur le crâne, je peux la garder. Donc c'est, une solution, assez, intéressante. Heu, parce que, bah, ça t'évite d'avoir l'air stupide. Ça fonctionne très bien au début, hein, le gosse intelligent qui a pas besoin de réviser, mais ça va petit à petit s'inscrire, dans sa personnalité, dans son ADN et ça va devenir presque un mécanisme de base que d'éviter les situations dans lesquelles je pourrais éviter, je pourrais échouer. Donc ouais, à la fin, être intelligent sera pas suffisant, et le fait d'éviter les challenges, bah, ça risque de se retrouver exactement dans la thématique, qui nous paralyse, en fait. Parce qu'on se dit: «Et si j'échoue, que vont penser les autres de moi? Qu'est-ce que je vais penser de moi? Ça se trouve, je suis pas si intelligent que ça, en fin de compte». Et du coup, il y a tout ce mécanisme qui va faire: «Écoute, tente pas, retourne te faire une partie, au moins là, tu sais que tu es à peu près, dans ce que tu aimes et dans ta sphère de confort et voilà, tu avances à partir de là». Et pour un gamer, une des choses, souvent les plus dures, c'est, d'être observé par d'autres personnes alors que tu fais quelque chose dans laquelle tu te sens pas compétent. Même si ces personnes autour, tu t'en fous, mais c'est quelque chose qui va être extrêmement gênant, même si de base tu te dis que ces personnes, bah, ouais, tu pas forcément, d'importance à leur accorder, à leur jugement, mais ça va paralyser. Parce que tu te dis: «Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et s'ils pensent ça de moi, qu'est-ce que je vais penser de moi? Est-ce que je suis si intelligent? Est-ce que je serais pas plutôt un raté si j'échoue?» Parce qu'en fin de compte, il y a que les ratés qui échouent. Et il va y avoir ce petit cirque mental qui fait, par une magnifique stratégie d'évitement, comme le dit Adelas, que, eh bien, on va pas tenter, plutôt que de se retrouver dans cette situation inconfortable. Alors que une stratégie autre, peut-être plus intéressante, ça serait celle de faire du reframing, un recadrage. Parce que c'est pas l'intelligence qui va faire mon succès, c'est mon expérience et mes compétences. Et en soi, si je me foire, c'est pas parce que je suis un raté, que je suis un nul ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je suis un noob. Je découvre, j'apprends, j'ai encore de l'XP à gagner,
et j'apprends de cette expérience. Ça remet pas en cause qui je suis, c'est juste que j'apprends. Et effectivement, dans le monde, actuel, on donne beaucoup de valeur à l'intelligence et par exemple, en ayant un master ou un doctorat, on peut se dire: «Ah tiens, ce gars-là, il est futé, il est intelligent». Oui, bah, ouais, plutôt futé, hein, mais en soi, ce qui est réellement valorisé, c'est l'XP. Et un mec qui a des stats de base, qui sont très basses, mais qui va galérer pendant des mois, des années et qui va level up et level up, va finir par, l'emporter sur celui qui avait des stats super hautes de base, mais qui se disait: «Hey, j'ai des stats super hautes, du coup j'ai pas besoin de level up». Donc, dans cette idée-là, c'est par l'expérience qu'on va se construire, qu'on va progresser et ça rend en fait, l'échec acceptable. Parce que si j'échoue, c'est pas parce que je suis nul, c'est pas parce que je suis stupide, c'est juste parce que je manque d'expérience. Et donc, un argument principal lorsqu'on demande, aux gamers, bah, pourquoi tu fais pas ce qui te fait rêver, ce qui te donne envie, pourquoi est-ce que tu avances pas dans les projets qui te tiennent à cœur? Bah, souvent l'argument ça va être: «Ouais, je suis feignant». L'étiquette feignant est pas mal parce que ça permet, de justifier, de donner une raison sur le pourquoi. Mais, ça permet d'ignorer le fait que, bah, il y a cette paralysie sous-jacente, une paralysie qui va être que la peur du jugement, la peur d'échouer, la peur d'avoir son intelligence remise en cause. Et si on prend un peu le changement de paradigme, on passe du, intelligent stupide, si je réussis, je suis intelligent, si j'échoue, je suis stupide, à bah, si je réussis, c'est que j'ai acquis, suffisamment d'expérience, si j'échoue, c'est qu'il me reste encore de l'expérience à acquérir dans ce domaine. Voilà, tout simplement. Ce qui rend du coup, bah, le l'évolution possible. Et si à un moment vous vous sentez paralysé, bah, prenez-vous le temps de vous poser la question de savoir par quoi votre route est bloquée. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer, vous pouvez vous demander: est-ce que c'est parce que vous vous sentez, jugé et que vous avez peur d'avoir l'air stupide? Si c'est le cas, alors ça peut être vraiment intéressant de changer de mindset et passer du mindset stupide au mindset, débutant. Et du coup, bah, si tu es débutant, la seule solution qui existe réellement, c'est d'acquérir de l'expérience et d'accepter que, bah, pour l'instant, tu inexpérimenté. Donc voilà, ça c'est, une thématique vis-à-vis du gaming, qui va être, celle de d'acquérir en fait, de l'expérience et effectivement la stratégie d'évitement par rapport à la paralysie. Donc, évitement et paralysie dans l'action. Paralysie dans l'action, voilà. Ensuite, si on poursuit un petit peu sur, ces thématiques, de l'effet que le gaming a sur, l'individu, on peut s'intéresser aux effets, neurologiques, et donc là, je reprendrai quelques éléments que monsieur Dr K a cités et que j'étais d'ailleurs checké sur, Google, sur Wikipédia et compagnie, histoire d'un peu mieux comprendre parce que je ne suis toujours pas docteur, hein. Voilà, donc les effets du gaming sur le cerveau sont bien évidemment plus subtils que ceux d'autres addictions telles que l'alcool, qui par exemple va directement stimuler certaines parties du cerveau, notamment liées à l'euphorie. Du côté du gaming, ça sera un petit peu plus, subtil. Ça sera quand même lié à la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui va stimuler la partie du plaisir dans le cerveau. Donc apparemment, ça serait lié au noyau accumbens. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce en français, donc c'est comme ça, hop, accumbens. Donc, c'est un ensemble de neurones de la zone corticale prosencéphalique qui joue un rôle important dans le système de récompense et l'accoutumance. Donc lorsque tu joues, ça va générer une certaine activité du côté de ce noyau et la dopamine va agir sur ce centre du plaisir. C'est aussi là d'ailleurs que les amphétamines agissent. Donc l'engagement dans le jeu vidéo va générer de la dopamine. C'est ce qui le rend fun à la base. Mais il va y avoir 3 grandes phases, concrètement, d'un point de vue du cycle de la dopamine. Il va y avoir la première phase, où le jeu vidéo bah, génère un énorme niveau de fun. Plus tu joues,
plus tu t'amuses et plus tu ressens de plaisir dans ce que tu vis, donc une courbe ascendante, plus tu joues, mieux c'est, plus tu te sens bien, etc. Ensuite, bah, le cerveau, par un mécanisme d'homéostasie, donc un mécanisme qui est lié à la régulation pour fonctionner, et bah, il va rééquilibrer, il va voir que le niveau euh, actuel, c'est plus le niveau de la mer, mais c'est le niveau plus 3. Et du coup, il va se dire, oula, actuellement, en permanence, j'ai un niveau plus 3. On va adapter, et il va régler ses capteurs pour que le niveau normal soit le niveau plus 3. Du coup, lorsque tu continues à jouer, et ben, ça va être un peu plus compliqué de ressentir cette même extase quasiment parce que bah, le cerveau s'est adapté. Il a bien vu que en permanence il y avait ce niveau plus 3, donc bah, le niveau standard maintenant c'est le niveau plus 3. Euh, donc dans la première phase, lorsque tu jouais, tu avais énormément d'amusement, tu ressentais beaucoup de plaisir, c'était un haut extrêmement fort. Et ça lissait bien évidemment toute ta journée foireuse par exemple, ça te permettait bah, de la faire disparaître et de ressentir beaucoup de joie. Bah, dans la deuxième phase, le cerveau s'est à peu près adapté et donc le jeu devient moins fun. Ça ne permet plus d'atteindre les mêmes sommets que dans la première phase, mais par contre, ça va quand même encore te permettre d'éviter les bas de la vie. Donc ça va te permettre de supprimer les sentiments négatifs, les moments où bah, tu te sens dans le mal. Tu te poses sur le jeu vidéo, tu te poses sur Zelda Breath of the Wild et tu pars pour un petit voyage dans lequel tu oublies un peu la tristesse, tu oublies les moments difficiles et t'avances. Et enfin, il va y avoir une troisième phase. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à votre relation où est-ce que vous en êtes. Hein. C'est une phase où ça ne va même plus enlever les sensations négatives. Je ne m'amuse plus à jouer et je sais plus comment m'arrêter parce que en fin de compte, j'ai associé le jeu vidéo à une solution pour m'apaiser et j'ai beau y avoir de plus en plus recours. Bah, comme le cerveau s'adapte, j'ai beau passer, avant je passais 1 heure par jour, maintenant j'en passe 2, puis 4, puis 6. Et en fin de compte, bah, je ressens toujours pas l'euphorie que j'avais dans les premiers instants avec le jeu vidéo. Et on est dans un niveau d'épuisement de la dopamine. Même, et là où c'est tragique, c'est que les autres choses que le gaming ne seront même plus fun en fait. Parce que le jeu vidéo était ce qui à un moment générait plus de dopamine, mais maintenant le niveau standard pour ton cerveau c'est le niveau plus 5. Sauf que par exemple sortir avec des potes, de base c'était quand même rigolo, pas autant que le gaming, mais c'est un niveau plus 2 ou un niveau plus 1. Aller voir un film ou se poser à chill sur Netflix, c'était un niveau, allez, on va dire, plus 3 aussi, un peu au même niveau que le jeu vidéo. Et en fin de compte, maintenant que ton niveau standard c'est plus 4 ou plus 5 pour ton cerveau, bah tu te retrouves un peu pris au piège parce qu'il y a rien qui est fun et t'as beau essayer d'arrêter le jeu vidéo et de te dire bon bah je vais faire autre chose. Ok, t'es sorti une fois avec les amis, c'était déprimant parce que c'était pas amusant, c'était pas fun. Et le gamer s'ennuie du coup dans les autres activités, mais il faut donner du temps loin du PC pour se réhabituer à un niveau normal de dopamine, pour que le cerveau se redise ok, le niveau normal de dopamine c'est pas plus 4 ou plus 5 ou plus 10, le niveau normal de dopamine c'est 0. Enfin c'est le niveau habituel. Et ça va être un reset un reset du niveau de dopamine, et ça peut prendre globalement entre 3 semaines et 2 mois loin du PC pour rétablir l'homéostasie. Au bout de 3 semaines, on peut déjà sentir que bah, d'autres activités redeviennent plus fun, tandis qu'au bout de 2 mois, normalement, c'est à peu près revenu à un niveau sans on va dire, ouais, c'est le niveau standard. Ton niveau standard sera récupéré à peu près au bout de 2 mois. Tu auras viré le debuff épuisement de la dopamine au bout de 2 mois grand maximum. Donc là, ouais, comme je le disais, c'est le problème parce que t'as beau tout comparer aux jeux vidéo, rien n'était plus fun. Mais si tu t'aperçois que t'en es dans ce niveau-là, c'est pas fini pour toi, c'est vraiment parvenir à reconnaître que t'en es à cet endroit-là et que pendant un temps, bah, ta perception du fun est biaisée et qu'en raison de cela, en raison de ces 3 phases qui ont eu lieu, donc la phase le jeu vidéo est génial, ah, en fin de compte, je ressens plus tant de fun que ça dans le jeu vidéo, et la phase ouais, le jeu vidéo il m'amuse même plus et pourtant j'ai rien d'autre. Je vois pas quoi faire d'autre parce que bah c'était la seule chose qui m'a amené du fun et maintenant même ça n'a même plus de fun. Bah c'est juste que t'es out of dopamine quoi.
Il y en a, ils ont plus de mana, là, t'es arrivé à un niveau où t'es épuisé au niveau de ta dopamine. Donc, pour recalibrer la perception, bah, faut que tu aies conscience de ça et que tu te donnes le temps de rétablir les senseurs, globalement. Donc ça, c'est aussi un mécanisme qui est présent dans les thématiques du jeu vidéo. Donc c'est la question des circuits de dopamine. Et tu noteras, Baptiste, que j'essaye de faire une petite trame à la volée. Donc voilà. Voilà, oui, effectivement, Neko qui promeut toujours son épisode de South Park avec Satan, tout à fait. Donc effectivement, toujours augmenter la dose pour obtenir le même niveau. Donc c'est par exemple la même chose avec l'addiction à l'alcool. C'est simple, une personne qui ne boit jamais d'alcool, elle boit un verre, elle peut être pompette. Si cette personne ensuite tous les jours boit de l'alcool, bah un verre à la fin lui suffira plus parce que le cerveau s'est dit oula, il y a régulièrement ce niveau d'euphorie parce que bah voilà, consommation régulière d'alcool, hop, ça c'est le niveau standard. Et du coup, la personne, pour être un peu pompette, bah devra se taper 2 verres, 3 verres, puis la bouteille entière. Voilà. Donc le mécanisme va être pour essayer d'obtenir le même niveau de satisfaction, sauf que le cerveau s'adapte et bah, plus il s'adapte, plus t'augmentes la dose, et plus t'augmentes la dose, plus il s'adapte, et en fin de compte, il y a un moment, bah, c'est nocif pour l'organisme d'encore augmenter la dose. Donc voilà. En fin de compte, bah ça c'est une thématique assez importante sur le jeu vidéo. On va passer à la suivante qui est celle des circuits d'apprentissage, qui sont aussi quelque chose en lien avec le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on apprend, certes, mais il y a aussi un autre élément qui est assez important, c'est que le jeu vidéo paralyse entre guillemets les circuits d'apprentissage. Euh, Et à travers l'explication actuelle que je vais faire, ça va essayer de donner un éclairage là-dessus, sur le sentiment de paralysie qui empêche de changer le comportement. Parce qu'effectivement, lorsque tu es gamer et que tu te dis je devrais faire autre chose, certes il y a la peur du jugement de l'autre, mais il y a aussi un autre paramètre qui est que bah, le jeu vidéo neutralise une partie du cerveau qui est une partie de l'apprentissage. Donc d'abord on va se concentrer rapidement sur comment est-ce que le cerveau apprend de manière efficace. Lorsqu'on est enfant, bah, on voit que il y a un truc qui brûle sur le feu ou que voilà, on, on aura beau te dire 50 fois le feu ça brûle, à un moment, en tant que gosse, tu vas te brûler, tu vas ressentir de la douleur, tu vas pleurer. Il y a la partie du cerveau qui gère la peur, les émotions négatives qui va s'activer, ça s'appelle l'amygdale, qui va s'allumer, qui va notifier cette sensation négative extrêmement forte à l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est la partie qui gère la mémoire, les inhibitions du comportement, et c'est cette partie qui va te permettre d'apprendre. Donc l'enfant, en une seule expérience de je me brûle la main, va retenir la leçon et ne va pas recommencer habituellement. Seulement, cette part du cerveau qui est l'amygdale, la partie qui va envoyer des signaux négatifs extrêmement forts en mode faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, bah les jeux vidéo ont pour particularité de la bypass en fait, de réduire son impact et elle est très connectée, cette part qui ressent les émotions négatives, à l'apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça que la punition permet un apprentissage qui est aisé, à l'inverse du renforcement positif dans lequel tu es obligé d'y aller de manière répétée, 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 tandis que bah, effectivement, si tu fonctionnes par la violence, l'apprentissage sera beaucoup plus rapide. Mais en fin de compte, à terme, on sera quand même globalement perdant parce que bah l'apprentissage sera un apprentissage lié à la peur. Mais les émotions négatives permettent d'apprendre plus vite. Voilà. Par exemple, si je lève la main en classe, que je me trompe et que tout le monde se moque de moi, bah ça sera si douloureux que j'éviterai à nouveau cette situation en ne levant plus la main, tout simplement. Parce que j'ai testé une fois, ça a été l'horreur, plus jamais. Or que par contre, les renforcements positifs, le fait de se dire je peux avoir confiance en moi, il suffit pas de se dire je peux avoir confiance en moi une seule fois pour que j'ai confiance en moi ad vitam aeternam. Voilà. Euh, voilà, voilà.
Donc le gaming, par rapport à tout ça, parce que je m'en suis un petit peu éloigné, bah, en étudiant le cerveau, on s'est aperçu que le gaming calme l'amygdale, donc la partie qui gère la douleur. Du coup, le jeu vidéo permet de mieux se sentir. Mais malheureusement, vu que ça réduit ce sentiment négatif, ça réduit aussi la capacité d'apprentissage qui est liée à cette douleur. Du coup, on continue à faire ce qui génère la douleur, puisque la douleur initiale, au lieu d'en tirer une leçon. Par exemple, je reprends la partie avec le patron tout à l'heure, il te rend la vie infernale, le soir tu passes 4 heures sur les jeux vidéo, ça apaise cette douleur, mais du coup tu prends pas les éléments afin de faire que cette douleur ne soit plus là en fait. Parce qu'en fin de compte, cette douleur, grâce aux jeux vidéo, est supportable. Mais de base, cette douleur a pas à être là. Donc, s'il n'y avait pas le jeu vidéo, tu te dépatouillerais pour que cette douleur ne soit plus là. Donc, il y a un peu cette paralysie qui vient d'un côté de la part rationnelle qui a conscience que ce que tu fais est pas sain, c'est pas quelque chose de pertinent pour toi, et de l'autre côté, il y a cette part qui est la partie reptilienne du cerveau, donc amygdale et autres, qui est inhibée, qui empêche cet apprentissage et qui te dit continue le jeu vidéo. J'ai vu que la technique du jeu vidéo, ça calme la douleur. Moi, je sens qu'il y a de la douleur, faut calmer ça. Et en fin de compte, au lieu de le calmer en résolvant ce qui génère la douleur, et la solution de court terme que tu fais, c'est de passer 2 heures de plus sur les jeux vidéo. Et effectivement, sur le court terme, ça fonctionne, mais sur le moyen et le long terme, ça fonctionne pas du tout. Donc là-dessus, la solution est plutôt de prendre conscience de ça déjà de base et parvenir à accepter ces sensations négatives, ces émotions. Et plus tu l'acceptes, plus cela te permet de réactiver la connexion à l'apprentissage, donc d'avoir conscience que là, en cet instant, ce qui se passe, ça va pas. C'est pas ok. Qu'il y a de la souffrance et que que j'ai intérêt à faire quelque chose pour que cette souffrance ne soit plus. Et effectivement, s'autoriser à tolérer des émotions négatives plutôt que d'être en mode ah, une émotion négative, hop hop hop, Breath of the Wild, Pokémon Go ou autre, qui va bypass un petit peu et être en mode ok, j'appuie sur le bouton ignorer l'émotion négative. Parce que tu continues à les ignorer, mais du coup tu ignores aussi ce qui génère cette émotion négative. Alors que si tu t'autorises à les tolérer, eh bien, tu peux apprendre de ça et donc après t'engager dans des actions pour agir en fait. Voilà. Alors, on est à peu près bon sur cette thématique-là. J'estime avoir dit à peu près tout ce que je souhaitais et on va pouvoir passer à un autre circuit mental qui est le circuit du triomphe. Alors, le circuit du triomphe, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une bonne question. Alors, vous auriez la caméra où je vous verrai, je vous dirai qui parmi vous ressent un petit rush d'adrénaline, une petite joie, on va dire, lorsque, je sais pas, vous arrivez à style le Nash, lorsque la partie est gagnée, alors que on était vraiment super mal parti, qu'ils avaient dégommé deux de nos trois inhibs, et que on l'a refait, cette partie, et on la gagne. Et il y a ce petit truc, ce petit moment d'euphorie, ce petit moment d'extase en mode, voilà, c'est fait. C'est génial. Ce petit moment où on tutoie les anges. Par ailleurs, on peut aussi retrouver ça par exemple dans Dark Souls. Lorsque ça fait 10 fois, 15 fois que tu wipes sur le même boss, et que cette fois-ci, t'as réussi à le tomber. Ah, un énorme sentiment de joie, de plaisir. Euh, je pense que là-dessus vous êtes à peu près d'accord, j'espère en tout cas. Moi en tout cas c'est ce que je ressens parfois. Et bien c'est quelque chose de tout à fait logique d'un point de vue évolution, et on peut expliquer d'où ça vient. Donc d'un point de vue un petit peu historique, comment est-ce que c'est arrivé chez nous, ce circuit-là? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Non, monsieur Aedas, ce n'est pas le phénomène de l'outsider qui renverse les champions. C'est une histoire bien plus ancienne que celle-ci. Il y a fort longtemps, des millions d'années, en tant que chasseur-cueilleur, il y avait la grotte,
dans laquelle le refuge, la zone de sécurité. Ensuite, il y avait les territoires à proximité de la grotte, où effectivement on connaissait à peu près, bah, du coup, les zones où il y a des buissons où récolter les baies. On connaissait aussi les zones où il y a un peu de gibier, mais on connaissait aussi les zones avec les prédateurs. Du coup, dans cette zone-là, on connaît bien, lorsqu'on va chasser, lorsqu'on va cueillir, c'est plutôt sécurisé. Bon, il peut se passer qu'il y ait un tigre qui vienne te choper, mais de base, c'est assez rare. Et un peu plus loin, il y a l'inconnu, la zone que l'on ne connaît pas. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer, hop, on va faire une nouvelle slide vu que c'est tout à fait pertinent, et on va faire des petits ronds. Donc, tac, 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 shape. Donc, on a la grotte. Hop. Ensuite, on a, hop, dupliquer. Send to back. On a une zone un petit peu plus grande. Hop, on va la mettre comme ça. Qui est la zone fil. On va la mettre en vert. Une zone dans laquelle c'est la zone de récolte. Hein. On connaît clairement ce qui s'y trouve. Oui, mais j'aurais pas forcément les compétences dessus. PowerPoint, ça va, je connais. Et enfin, il y a une autre zone, le reste du monde, qui est une zone inconnue, une zone dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, qui effectivement la grotte en fait partie, mais hop hop hop, on va l'agrandir encore. Paf, voilà, j'ai ma troisième partie, tac tac et tac, on sera pas mal. Voilà, un peu, je récupère le tout. Et on est comme ça. Alors, l'idée c'est que lorsqu'on est dans la grotte, bah, concrètement il y a assez peu de risques, hein, on va pas se mentir. Mais lorsqu'on va dans la zone de récolte, il y a un peu plus de risques, mais ça va encore. Il y a un risque, allez, on va dire de 5%, mais on sait ce qui s'y passe. Et enfin, on peut aller vers l'inconnu, dans cette zone qui est dangereuse, dans laquelle on ne connaît pas les zones des prédateurs, mais c'est aussi une zone dans laquelle on va possiblement gagner beaucoup plus, parce que dans la zone de récolte actuelle, bah il y a tous les membres de la tribu qui récoltent aussi les baies, et ce qui fait que les ressources sont moins abondantes, alors que dans l'inconnu, bah il y a personne qui vient les récolter les baies, ou alors peut-être quelques animaux sauvages, mais il y a beaucoup moins de consommation de ressources que dans la zone de récolte de la tribu. Donc, lorsque je pars vers l'inconnu, les gens de la tribu vont ressentir beaucoup de peur parce que il y a un grand risque, le risque de ne jamais revenir parce que bah il y a beaucoup de tigres à dents de sabre à l'extérieur. Mais en même temps, lorsque je reviens de cette zone, eh bien, il y a beaucoup plus de récompenses parce il y a eu beaucoup plus de récoltes à l'extérieur. Et du coup, lorsque je reviens de là, bah c'est la joie, c'est tout le monde est heureux parce que j'ai réussi à revenir de cette zone mortelle. Il y a plus d'inquiétude, mais une plus grande récompense. Et petit à petit, ce mécanisme est devenu un mécanisme de notre, on va dire, biologie, qui est de surmonter les challenges. Lorsqu'il y a un challenge qui est mortel et qu'on parvient à le surmonter, lorsqu'il y a un challenge qui est difficile et qu'on parvient à le surmonter, eh bien c'est très très bien vu, il y a un côté extrêmement positif à réussir à surmonter les challenges. On le voit par exemple avec les survivants au cancer. Comme on perçoit le cancer comme quelque chose d'extrêmement mortel, on voit ceux qui ont survécu comme bah, des survivants, comme des personnes qui ont réussi à affronter la mort et à en triompher. Et du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisable. Et on le voit aussi dans les jeux vidéo, lorsqu'il y a un jeu vidéo qui est trop simple, ou par exemple tu peux activer le God Mode, bah ça casse tout l'intérêt du jeu vidéo parce que c'est trop simple, on s'ennuie. Par contre, un jeu vidéo qui est trop dur, dans lequel t'as aucune chance de vaincre le boss, bah ça sera pas fun parce que t'as aucune chance. C'est inintéressant. Et du coup, les game designers visent à faire un jeu qui est challengeant, mais qui permet de triompher. Parce que lorsque je vais réussir à triompher, je vais ressentir cette petite joie. Il va y avoir cet énorme afflux de dopamine parce que j'ai triomphé, j'ai réussi. Ouais, ouais. Donc, d'un point de vue de l'évolution, on va pas se mentir, c'est un super chouette mécanisme hein, parce que ça permet de réussir à surmonter des défis. Par exemple,
Dans notre société, devenir chirurgien, c'est quelque chose qui est extrêmement bien valorisé parce que c'est, 9, 10, 11 années d'études extrêmement intenses dans lesquelles, bah, tu as sacrifié ta vie sociale, tu as sacrifié beaucoup de choses pour devenir chirurgien et aider les gens. C'est mis en valeur, c'est récompensé socialement parce que c'est un exploit. Bah, les jeux vidéo, ils mettent artificiellement en place ce genre de mécanisme, mais ce succès ne vient pas avec une récompense dans le monde réel. Il n'y a pas d'amélioration dans ta relation sociale. Même si tu as réussi à tomber un des derniers boss de raid de WoW, bah lorsque tu sortiras de chez toi, t'auras pas le petit badge au-dessus de ta tête qui dira à tomber, je sais pas quel boss de WoW, j'aurais pu t'en sortir un sur Guild Wars 2, bon, à tomber Zaytan, à tomber Mordremoth ou à tomber Primordius. Non, pas concrètement, non, pas du tout. Ça sera quelque chose qui stimule artificiellement ce mécanisme de circuit de triomphe. Et alors que de base ce mécanisme est très chouette parce qu'il te pousse à aller de l'avant, il te pousse à te dépasser, à aller toujours au-delà et à progresser, à avancer dans ta vie, bah grâce aux jeux vidéo et au bypass qu'il fait, eh bien t'as même plus besoin de travailler énormément pour ressentir cette joie. Parce qu'en fin de compte, tu gagnes une partie de LoL et tu ressens un peu cette extase. Tu termines Dark Souls et tu ressens cette extase. C'est génial. Concrètement, Dark Souls, vous avez 20 heures, 50 heures, 100 heures de jeu et c'est bon, t'as cette extase. Alors que de l'autre côté, pour devenir chirurgien, c'est 9 à 10 années d'études. Le choix est vite fait pour obtenir ça. Pourquoi travailler dur si pour activer cette zone, pour ressentir ce plaisir, il suffit de tomber un boss sur WoW. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de ce mécanisme parce que il stimule la joie, mais faut avoir conscience que il est présent et que l'accomplissement que tu ressens dans les jeux vidéo est certes plaisant, mais il faut pas non plus négliger la vie réelle, négliger les accomplissements autres au profit du jeu vidéo en fait, parce que ce circuit de triomphe, ce besoin d'accomplissement est nourri entre guillemets par les jeux vidéo, tu te dis oui effectivement j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de bonheur là-dessus. En fin de compte, en cet instant, je suis bien. Or que c'est un petit bonheur artificiel qui est généré par les jeux vidéo et le fait qu'on te dise là en cet instant t'es bien, t'as réussi à gagner la partie de LoL, t'as réussi à faire ci, t'as réussi à faire ça. Mais en fin de compte, si t'avais réussi, je sais pas, à publier un bouquin, à devenir chirurgien, à je sais pas, à accomplir un objectif de la vie réelle, par exemple, pour une personne qui galère à marcher, réussir à marcher 10 minutes, 15 minutes, bref, des objectifs qui sont atteignables, mais pas forcément si aisés que ça dans la vie réelle, bah, il y a aussi ce sentiment d'accomplissement, mais eux auront un impact réel sur toi. Tandis que bah, avoir tombé un boss dans WoW, pas tant que ça. Donc l'addiction, elle est pas liée à la fainéantise ou à un manque de volonté, mais c'est juste parce qu'il y a des parts du cerveau qui dirigent le comportement, qui ont trouvé un intérêt dans le jeu vidéo. Et c'est important de prendre conscience de cela pour pouvoir agir ensuite. Et du coup, tout à l'heure, j'évoquais le fait que dans le jeu vidéo, effectivement, oui, mais les hauts faits, on peut les trouver dans la vie réelle. C'est juste que tu ne les notifies pas. Par exemple, le fait de réussir à obtenir ton permis, le fait d'être heureux, le fait d'avoir une certaine indépendance, ça, ça, par exemple, ça peut être des hauts faits. Mais encore une fois, là, euh, je, je modulerai un petit peu parce que, et là, je vais faire un aparté qui n'est pas lié à Elfie Gamer, faut faire gaffe à pas tomber dans une to-do list, en fait. Parce que c'est des hauts faits, certes, mais des hauts faits qui sont valorisés par la société. Et qu'est-ce qui est important pour toi en cet instant? C'est est-ce que c'est de répondre à ce que la société attend de toi, ou est-ce que c'est d'être heureux? Est-ce que c'est de t'épanouir? Si ton objectif c'est de t'épanouir, faut faire gaffe aux faits que te file la société. Ça peut être intéressant de te fixer tes propres hauts faits plutôt que d'accepter ceux de la société. Parce que parmi les hauts faits de la société, je peux t'en citer quelques-uns. Effectivement, je les ai jamais vus comme hauts faits. Moi, je le comparais à une to-do list. Ma to-do list, dont j'ai pris conscience il y a quelques années, qui était par exemple avoir une copine, avoir un master, avoir un emploi bien payé, avoir mon propre appartement,
faire ci, enfin, j'avais toute une to-do list de choses que je devais réussir à faire pour, entre guillemets, pouvoir gagner le titre de «a réussi sa vie». Ouais. Et je me suis posé la question: «Mais d'où vient cette to-do list?» J'ai pas souvenir qu'à un moment dans mon enfance, il y ait ma mère qui m'ait dit: «Écoute Kieran, faut qu'on parle. Là, je vais te dresser ta to-do list pour ce qu'il faut faire pour que tu réussisses». Il y a pas mon père non plus qui m'a pris à part pour me dire: «OK, si tu veux réussir ta vie, c'est comme ça que tu fais». Mais c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus diffus au niveau social et sociétal qui fait que, bah, effectivement, une personne qui est reconnue, qui est appréciée, c'est une personne, bah, par exemple, qui a, on va dire, 5 000 viewers, ou une personne qui a, allez, je sais pas, on va dire, qui a été président, une personne, qui enfin, ça peut énormément varier. Pour certains, ça va être qui est chef d'entreprise, une personne hi, je récupère la webcam, c'est pour ça d'ailleurs que je vais bientôt changer de caméra, mais ça, c'est une autre histoire. Faut juste bien faire gaffe à cette to-do list parce que elle est imposée socialement, mais c'est pas forcément une to-do list qui, est liée, à toi et à ce qui est important pour toi. Et je t'invite plutôt à te construire ta propre to-do list de, bah, pour m'épanouir plus personnellement, qu'est-ce qui est important pour moi? Et à partir de là, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est basé notamment sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi et voilà, j'y reviendrai. Voilà, voilà, donc tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que globalement les gamers étaient plus intelligents que les non gamers et j'expliquais que c'était lié, socialement, et il y avait une petite explication, je ne sais plus si c'est, Elfi Gamer lui-même qui l'a donnée ou si c'est moi qui l'ai donnée en écoutant ce qu'il racontait, mais concrètement à l'école, quand tu as fini, et certaines ici peuvent en témoigner, bah, concrètement, si tu as fini avant tous les autres, bah, tu dois attendre que les autres aient aussi fini pour, passer à la suite. Par exemple, si tu as fini, l'exercice que le prof a donné à tout le monde, voire même les 2 ou 5 exercices et que les autres, ils en sont toujours au premier, bah, t'attends, t'attends, t'attends et t'attends la suite et du coup, tu t'ennuies. Alors que par contre, dans un jeu vidéo, une fois que tu as passé le level 1, bah, le level 2 commence directement. Le jeu vidéo va s'adapter aux joueurs. Et c'est ça qui va assez facilement attirer les gamins intelligents, puisque d'un côté, la société leur dit patiente, attends, et du coup, ils se font chier. Alors que dans les jeux vidéo, ils te disent t'as déjà terminé le niveau 1, mais c'est génial, passe le niveau 2, continue, fais comme ça, c'est génial. Et ça leur donne un centre d'intérêt intéressant avec à la fois les challenges, un sentiment de progression. J'ai déjà passé le niveau 2, le niveau 5, le niveau 10, mais c'est génial, je suis pas loin du niveau 60, du niveau 80. Et c'est un moyen facile de se remplir, en fait, le jeu vidéo, c'est un moyen facile de se remplir le besoin de challenge parce que, bah, ouais, allez, aujourd'hui, je me tombe 15 dragons comme c'est demandé dans la quête. Et j'ai réussi, j'ai tombé les 15 dragons. Et j'en étais à en faire un petit 16e. Voilà, donc franchement, aujourd'hui, ça a été un beau succès. Ouais. Euh, et Et du coup, là-dessus, c'est effectivement un des éléments qui fait que le jeu vidéo est parfois si attirant pour les gamins plutôt intelligents. Parce qu'il donne ce que la vie réelle ne donne pas. Cependant, ensuite, ils vont parfois déconnecter de la vie réelle et peuvent aussi un petit peu déprimer. Mais mine de rien, le jeu vidéo, et je tiens à le mentionner, c'est aussi un endroit fabuleux. C'est un endroit d'anonymat où en gros, on est qui on veut. On n'est ni gros, on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, on n'est pas mince. C'est un endroit d'authenticité où on peut parler de tout, de sentiments, de philosophie, de tout ce qui est important pour soi, et on sera jugé, bah, sur qui on est en fait. Pas sur à quoi je ressemble, pas sur est-ce que je suis riche ou pas. C'est simplement qui je suis, est-ce que je suis sympa avec les personnes avec qui j'interagis. Et c'est intéressant, c'est que si j'apprécie pas une personne, bah, le lendemain, je la vois plus cette personne. Si je me fâche avec, bah, je quitte la guilde, je vais dans une autre guilde ou alors je le banne et j'en entends plus parler. Parce que dans la vie réelle, si tu te fâches avec une personne, qu'est-ce qui se passe si tu te fâches avec ton voisin de classe? Le lendemain, bah, il est toujours dans ta classe. Du coup, le jeu vidéo, là-dessus, offre des choses que la vie réelle n'offre pas forcément et qui fait que, bah, c'est plutôt intéressant. Voilà.
Ensuite, en dernier élément que je mentionnerai d'un point de vue thématique apprentissage, il y a le pourquoi autant de rage dans le gaming. Pourquoi est-ce qu'on rage autant? C'est selon en tout cas Elfie Gamer, et j'ai noté ça dans une de ses vidéos, c'était pas dans les vidéos d'explication sur de tuto, en fait, les premières vidéos qu'il a fait qui expliquaient la relation gaming, mais il évoquait le fait que c'est la principale émotion que les gamers s'autorisent à ressentir, notamment les gamers masculins, parce que chez les hommes, principalement, après ça peut aussi se faire chez les femmes, on apprend à réprimer les émotions, à dire non, t'es un homme, t'as pas à ressentir d'émotions. Et la seule émotion qui est réellement tolérée chez les hommes, c'est la colère. Du coup, de par ce construit social, de par cette chose qu'on a intégrée, ce filet, bah, ce qui ressort dans le gaming, c'est la seule émotion que ces personnes s'autorisent à ressentir, la colère. La tristesse n'est pas une émotion acceptable. Du coup, bah, je vais pas la manifester. Par contre, la colère, oui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un endroit où on a autant de rage, autant de sel. Et concrètement, il y a à la fois deux possibilités différentes. Donc soit c'est réprimer les émotions, soit c'est l'alexithymie. Je sais pas si ça te parle, Aedelas, toi qui as quand même une culture qui m'a parfois impressionné par le passé. Concrètement, l'alexithymie, c'est une difficulté à identifier, à différencier et à exprimer ses émotions. Donc ça, t'as pas mal de gamers qui sont concernés par ça. Et effectivement, une solution à ça, c'est d'apprendre à se reconnecter à ses émotions, à les identifier. Et pour cela, une méthode assez efficace, c'est de se demander, ok, je suis dans cette situation. Qu'est-ce qu'une autre personne que moi pourrait ressentir dans cette situation? Mettons que mon voisin vive exactement ce que je viens de vivre. Est-ce qu'il se sentirait triste? Est-ce qu'il se sentirait heureux? Est-ce qu'il se sentirait en colère? Et à partir de là, bah, ça peut te donner des indices sur ce que tu es en train de ressentir. Si dans la situation dans laquelle tu es, tout le monde se sentirait triste, et que en soi tu as une boule au ventre mais que tu n'arrives pas à l'associer à un sentiment, bah, tu peux essayer d'associer cela avec de la tristesse. Et ainsi de suite, te reconnecter peu à peu à tes émotions. Donc voilà, pour ce soir et pour mes 3 viewers favoris, nous avons eu... Ah tiens, 4 viewers même. Commander Root, je n'ai pas vu ton arrivée. Nous avons eu, et bienvenue d'ailleurs, je sais pas depuis quand tu es là en fin de compte, nous avons eu l'occasion de parler de différentes thématiques, donc circuit de triomphe, les jeux vidéo vs l'école, vidéo et école, voilà. Donc concrètement, c'est à peu près tout sur la partie... oui, effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est pas très efficace. Parfois, j'ai des indications sur le nombre de viewers, il y en a qui apparaissent, qui disparaissent. Bref, donc là-dessus, c'est un peu aléatoire. Je vais arrêter de m'y fier, mais bon. Ce qui fait que sur la partie un peu narrative, je pense qu'on va s'arrêter à ce soir, parce que bah, concrètement, 1 heure de cours, ça me paraît déjà pas mal. Là, j'ai évoqué pas mal de choses. Donc, pour rappel, un peu une intro sur qui était et qui est le Dr K de Elfie Gamer. Ensuite, la question de qu'est-ce qu'un addict et concrètement, est-ce que le jeu vidéo pose problème dans notre vie? Et c'est une addiction uniquement si ça impacte d'autres éléments de notre vie. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut ressentir une certaine paralysie qui est liée à un mécanisme d'évitement? En fait, on n'ose pas entamer des challenges parce qu'on a peur d'échouer, parce que bah, concrètement, on a développé cette habitude bah, d'éviter les challenges pour rester dans sa zone de confort et pas être jugé. Ensuite, toute l'explication sur les circuits de dopamine, la relation avec le jeu vidéo, les circuits, donc le fait que les jeux vidéo le stimulent et qu'à un moment, il y a un moment où tu finis par être out of dopamine, t'as plus assez de dopamine parce que le cerveau bah, s'est adapté au niveau maximal de dopamine et en fin de compte, t'arrives pas à générer suffisamment de dopamine pour être heureux parce que le cerveau s'est dit oula, en fin de compte, le niveau moyen de dopamine, c'est ce niveau-là. Ensuite, il y a les circuits d'apprentissage, avec notamment le fait que le gaming cut la douleur. En fait, il empêche
la connexion entre la zone qui dit on a mal, c'est une émotion négative, et la zone qui dit on apprend. Et enfin, on a la partie circuit de triomphe, donc par exemple par rapport à Dark Souls, par rapport à gagner une partie de LoL avec un énorme comeback, on ressent une énorme joie. Donc cependant, il faut garder en tête que cette joie, notamment pour Dark Souls, bah elle est gérée et générée grâce au plan entre guillemets des game designers qui se sont arrangés pour que ça soit à peu près bien calibré pour que ce soit un challenge, mais pas trop. Et du coup, tu ressens de la joie, un sentiment d'accomplissement sur quelque chose qui est un petit peu factice. Tandis que de base, ce circuit d'apprentissage, ce circuit de triomphe a été fait pour que tu apprennes à te dépasser, et que certes tu bosses dur, mais qu'à la fin il y a une récompense, et que bah, cette récompense te pousse à bosser dur. Alors que le jeu vidéo te dit, t'as pas besoin de bosser dur. Voilà, t'as juste à faire ça, et bam, t'as un triomphe, et voilà, c'est good. Donc ça c'est un élément, et enfin j'ai fait un petit aparté sur pourquoi est-ce qu'on retrouve autant de gosses plutôt intelligents dans le jeu vidéo, et pourquoi est-ce que ça rage parfois. Du coup, la fois prochaine, ça va parler de la CNV et notamment de OSBD dans le détail, donc observation, sentiment, besoin, demande. J'en ai rapidement parlé la fois dernière. Là, on va rentrer vraiment dans le détail de cette méthodologie communication non violente. J'aurai avec plaisir le loisir d'en discuter avec vous. Et il va y avoir encore 2 éléments dans la vidéo de ce soir. Alors, le premier élément, ça va être un petit focus sur la méditation. Et le deuxième élément, ça va être bah, concrètement, je vais ouvrir le débat avec le chat. Donc là, il y a Adélas qui a un petit peu discuté dans le chat. J'ai pu répondre à certains des éléments. Je pense que là, il est 22h01 pour moi. Je vais laisser 3-4 minutes s'il y a des personnes qui souhaitent évoquer quelque chose dans le chat par rapport à ce qui était dit précédemment. Je répondrai, etc. Ensuite, je ferai une petite explication sur ce qu'est et ce que n'est pas la méditation. Et ensuite, je proposerai une petite méditation à la fin, histoire de clore cette séance, et j'attendrai éventuellement des feedbacks après cette méditation. Voilà. Alors, à partir de là, tac tac tac, je vais attendre quelques secondes. Si vous avez des éléments que vous souhaitez porter à ma connaissance par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, donc que ce soit les différentes thématiques que j'ai abordées, donc être un addict, la paralysie et l'évitement, les circuits de dopamine, d'apprentissage, de triomphe. Voilà. Il peut y avoir bah, du coup différents éléments sur lesquels ça vous a peut-être interpellé, vous souhaitez revenir éventuellement. Ça, ce sont des choses qui sont entendables, et on peut en discuter. Voilà, voilà. D'accord, si ça nous parle, Neko l'a déjà vu et moi aussi. Elle connaît. Bref. À présent, on va passer à la partie méditation. Donc j'ai eu l'occasion pendant mon année en tant qu'assistant pédagogique de m'apercevoir que la méditation était quelque chose d'assez peu connu, mais notamment extrêmement associé par exemple à l'hypnose. Alors, autant je recommande la méditation, autant je déconseille très fortement l'hypnose d'un point de vue personnel. Après, encore une fois, pas un avis médical ici, mais c'est juste mon expérience personnelle. J'estime que l'hypnose, c'est pas utiliser les cheat codes, mais concrètement, c'est passer en mode administrateur lorsque en soi, t'as pas les connaissances pour utiliser ce mode. Et ce qui fait que tu vas te fouiller à des endroits que tu ne connais pas, et que à la fin tu vas t'apercevoir que tu as un peu cassé tout le système. Parce que tu voulais obtenir une perle du système, bah t'as brisé le système dans son ensemble. C'est pour ça que je suis pas très fan de l'hypnose. Parfois ça se passe bien et t'arrives à obtenir la perle que tu voulais sans casser tout le système. Parfois ça fait plus de bien que de mal que de bien. Voilà. Alors, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une action et un état. L'action de se concentrer sur un élément quand d'autres viennent solliciter. Donc par exemple, tu peux être
sollicité par le passé qui va te dire: «Hey, tu te souviens de ce moment-là où on n'était pas bien?» Tu peux aussi être sollicité par l'avenir en mode: «Et tu pensé à ton logement dans 2 mois? Où est-ce que tu seras?» Il peut aussi y avoir des éléments du présent, par exemple quelqu'un, qui t'envoie un SMS et ton téléphone qui vibre. L'action de la méditation, ça aide à parvenir à, te concentrer sur un seul élément, par exemple la respiration, et à partir de là, faire que tout le reste disparaît pour ne laisser place que à la respiration, et que globalement, pour parler en termes de PC, la respiration prenne 100% de ta mémoire vive, 100% de ta RAM, et sur cet élément-là. Il ne s'agit pas de vider totalement les barrettes de RAM et qu'il n'y ait plus aucun process qui soit présent. C'est au contraire de dire, ok, il y a d'autres process qui sont là, ok, je mets 100% de ma RAM sur la méditation, comme ça, les autres n'auront plus la place d'être nourris. Je nourris la méditation et comme ça, le reste n'a plus la place pour pendant un instant. Donc, comme je le disais, une action et un état. L'action, c'est l'action de se concentrer. Dans le monde indien, vous me pardonnerez l'accent, c'est nommé dharana, D-H-A-R-A-N-A. Et ça permet d'accéder à un état dans lequel on entre, un état dans lequel la pensée n'est pas active, mais seule la conscience de l'instant présent reste. Donc concrètement, lorsque tu mets 100% de ta RAM sur la respiration, au début, il va peut-être y avoir des parasites, tu vas revenir à chaque fois à ta respiration, et à un moment, il va plus y avoir de parasites. Et tu vas continuer comme ça, tu vas rester focus sur la respiration, et à un moment, même là, la respiration va s'effacer, parce que elle fera partie des éléments présents en permanence. Et du coup, tu vas te retrouver avec une concentration, mais sans objet. Et donc, ça fait partie des 4 possibilités d'action du cerveau. Donc, par exemple, lorsque tu dors, tu es inconscient et ta pensée est inactive. Mais lorsque tu dors sans rêve. Par contre, lorsque tu rêves, tu es inconscient mais ta pensée est active. Lorsque tu rêvasses ou lorsque tu fais quelque chose au quotidien, bah, ton activité elle est consciente et ta pensée est active. Par contre, la méditation, l'objectif, c'est d'avoir une conscience qui soit active et une pensée qui soit inactive. Donc concrètement, je pourrais vous faire un petit schéma là-dessus, mais je pense que ce serait un peu long à faire et pas forcément pertinent. Vous me direz si vous en avez besoin et je le dessinerai peut-être euh, pendant le temps de discussion à la fin. Et du coup, l'état de d'éveil entre guillemets où on est avec une attention à 100%, mais avec une absence de pensée, une absence de jugement ni quoi que ce soit, il y a juste la conscience. C'est l'état de dhyana. C'est une sorte d'illumination qui permet une conscience et une attention de chaque instant sans qu'elle soit orientée sur un élément en particulier. Donc la question de la méditation, c'est le fait que aussi on pense que on est notre pensée, que l'être que je suis, c'est ma pensée. Or que c'est une conception quelque peu erronée de cela, puisque je suis capable d'observer mes propres pensées, se dire que je ne suis pas mes pensées uniquement. Et je suis quelque chose qui, certes, englobe les pensées, mais englobe beaucoup plus. Et les pensées ne sont qu'un élément parmi tous ceux que je représente. Et en méditant, je peux me rapprocher d'un état primaire de conscience dans lequel les pensées ne sont pas présentes, mais aussi parfois même jusqu'à la perception du temps qui s'efface puisque le temps est associé extrêmement souvent à la pensée. Donc si la pensée s'efface, la perception du temps peut elle aussi s'effacer et l'état de méditation et de conscience peut durer, que ce soit 1 minute, que ce soit 1 heure ou une journée. Voilà. Donc ça, c'est la question de la méditation. Je vous dis pas de me croire sur parole, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, bah, je pourrais vous dire ça, je pourrais aussi vous dire que les éléphants roses chevauchent des arcs-en-ciel. Comment me croire? Moi, ce que je vous propose à l'inverse, c'est d'essayer. C'est de vous, globalement, vous avez pas grand-chose à perdre à essayer une séance de méditation. Ça dure pas longtemps, ça va être
maximum 5 minutes dans cette vidéo. Et en même temps, ça peut vous permettre d'apprendre des choses. De manière empirique, vous voyez que cette fois-ci, ça a fonctionné, ou cette fois-ci, je me sens un petit peu mieux après la méditation, ou alors cette fois-ci, je me sens pas spécialement mieux après la méditation. Et c'est OK. Et ça permet de se construire une opinion un peu plus éclairée là-dessus. Alors, pour ce qui est de la méditation, je vous invite à déjà vous redresser, vous mettre dans une position qui soit confortable pour ne pas avoir à changer de position pendant la méditation. Je vous invite aussi à enlever tout élément qui pourrait vous distraire, donc que ce soit le téléphone, peut-être l'éloigner quelque peu, le mettre en mode silencieux pour éviter d'avoir le vibreur qui vous dit: «Hey, regarde-moi!» C'est quelque chose qui va venir vous distraire. Pareil, si vous avez un animal, ça peut être intéressant de l'éloigner quelque peu pour éviter qu'il vienne vous dire: pense à moi», pendant que vous essayez de méditer. C'est extrêmement agréable, mais au début, pour parvenir à méditer, c'est plus simple de le faire dans un environnement calme et serein que dans un environnement extrêmement actif, extrêmement dynamique. Techniquement, c'est possible de méditer en plein milieu des Champs-Élysées, mais c'est plus simple de le faire dans un temple bouddhiste, là où il y a un calme presque parfait. Voilà. Donc là, je vous invite du coup à vous redresser, à prendre une première respiration. Inspiration et expiration. Là, tout simplement, vous concentrez, inspirez une deuxième fois, puis expirez. Puis l'exercice qu'on va faire ce soir, c'est un exercice dans lequel vous allez prendre votre main droite, par exemple, et vous allez refermer les 2 doigts, donc hop, voilà. Globalement, c'est censé donner ça. Vous repliez l'index et le majeur. Vous gardez l'auriculaire et l'annulaire tendus et le pouce. Je m'approche un petit peu. Et l'idée, ça va être de faire le rythme suivant. Je me bouche une narine, j'expire par l'autre narine, j'inspire par cette même narine par laquelle je viens d'expirer, donc je pose le doigt, j'expire, j'inspire, je swap, c'est-à-dire que avant c'était le pouce qui bloquait, là je bouche l'autre narine avec l'auriculaire. Hop, et là j'expire de nouveau, j'inspire, je swap, et ça on va le faire pour l'instant 3 fois. Donc ensemble, s'il vous plaît, essayez de prendre ce temps. On va le faire. Donc, expiration. Inspiration. Swap. Expiration. Inspiration. Swap. Et vous continuez comme ça. Encore 1 ou 2 respirations. Alors, après ce petit élément, vous reprenez le temps éventuellement de, de voir si vous êtes embrouillé, par exemple avec les doigts ou quoi que ce soit, de voir si vous avez bien chopé le truc, donc je répète, je me bouge d'un côté avec le pouce, j'expire, je swap, j'expire et j'inspire. C'est un exercice qui peut être fait, effectivement, on peut prendre le temps de se moucher un petit peu avant, mais même en ayant le nez bouché, ça peut être intéressant. Ça permet notamment de travailler sur établir un certain équilibre homéostatique de ce qu'il disait.
Donc là-dessus, j'ai pas de retour, mais concrètement, c'est un exercice qui permet de s'ancrer. Donc, pour l'instant, on va poursuivre cet exercice. Pendant les prochaines, séances, j'en partagerai d'autres, mais c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. Donc là, on va le faire encore, 5, fois 2. Donc, lorsque je dis fois 2, c'est narine droite et narine gauche. Et ensuite, on fera un petit, débrief. Donc, vous partez pour 5 respirations. Je vais mute et en faire aussi 5 de mon côté. Et voilà. Cet exercice donc a plusieurs vertus. Donc déjà, pour ceux qui ont souhaité le faire, si vous l'avez fait, je serais très intéressé par, avoir vos retours, bien entendu, si vous n'avez pas été, attiré par, quelques éléments du de l'environnement extérieur. Bonsoir, Moon Avril. Ça serait avoir vos retours sur cet exercice, de méditation qui a été fait, exercice bref, afin de savoir, eh bien, quels sont vos ressentis. Il n'y a pas d'obligation de partager, je vais attendre 1 ou 2 minutes et en fonction d'eux, je poursuivrai ou pas. Bon, je vais pas attendre 2 minutes, mais voilà. En fait, Moon Avril, je viens à l'instant, peut-être, juste avant que tu arrives, de faire un petit exercice de méditation. Donc, un exercice qui a duré, 3-4 minutes, dans lequel, j'ai proposé un cycle respiratoire. Donc, à partir de là, ce cycle a plusieurs vertus et je demandais d'ailleurs d'abord à ceux qui ont pu le faire, ce qu'ils en ont ressenti. J'ai relativement peu de retours, donc c'est pas grave. Voilà, effectivement. Là-dessus, je t'invite, hélas, à trouver un instant où tu ne seras pas sollicité par l'extérieur, un instant où tu pourras être à offrir de l'attention à toi, en fait, et pas à un événement extérieur, pas à une personne extérieure, pas à un animal extérieur. Simplement, prendre un temps pour prendre soin de toi, prendre soin de qui tu es. Et effectivement, le fait, d'éteindre son téléphone, ça peut être une solution, mais, c'est pas juste déjà le mettre en mode avion ou le mettre en mode silencieux, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça fait une sollicitation en moins. Enfermer l'animal dans une autre pièce, ça peut être une solution aussi. Des moines bouddhistes arrivent très bien à méditer avec des chatons qui vont venir, leur grimper dessus. Certains y parviendront sans difficulté. Mais lorsqu'on n'a pas forcément cet entraînement, ça peut être plus intéressant de mettre les chances de son côté et de se mettre dans un environnement calme, on ne sera pas sollicité par
un élément extérieur en fait. Donc la méditation que je proposais, et donc je vais pas la refaire, mais si tu veux, Moon Avril, tu pourrais checker la rediffusion parce que bah voilà, ça sera disponible, je pense, dès que j'aurai terminé le stream, donc c'est vers la fin du stream. C'est quelque chose qui présente plusieurs intérêts. Donc premier intérêt, c'est pas vérifié, mais concrètement, c'est ce que expliquait Dr K. C'est par rapport à un rééquilibrage de l'homéostasie intérieure, ça aide à favoriser ce rééquilibrage, mais le principal intérêt, c'est un intérêt lié à la méditation et au focus de l'attention. Comme je le disais, l'objectif de la méditation, vu que c'est à la fois une action et un état, c'est de réussir à saturer la RAM, à mettre que 100% de ta mémoire vive soit dédiée à cet exercice. Donc, lorsqu'on fait des exercices simples de méditation, entre guillemets, enfin, simples, par exemple, se concentrer sur la respiration du ventre, inspiration, expiration, c'est un exercice qui est peut-être trop simple et qui fait qu'à côté, ton cerveau va se dire, ok, il n'y a que 90% de ma RAM qui est mobilisée, je vais pouvoir remplir les 10% restants avec le, tiens, qu'est-ce que je mange demain? Tiens, t'as pensé à faire tes devoirs et ça. Non mais franchement, t'as pas honte de perdre du temps là-dedans. Et du coup, il va y avoir cet élément-là. Euh, très bien, voilà, finis cette parenthèse, ensuite je prends les commentaires. Et du coup, concrètement, l'objectif avec des exercices un petit peu plus avancés, un petit peu plus complexes, donc là par exemple, c'est pour ça que je disais pas simplement le pouce et l'index, parce qu'effectivement ça serait super simple avec pouce et index, je me bouche une narine puis je me bouche l'autre. Là, le fait que ça soit avec l'annulaire et l'auriculaire plus le pouce, ça rend les choses plus compliquées. Et c'est volontaire pour mobiliser 100% de l'attention sur l'action qui est en train d'être faite. Et s'il y a 100% de l'attention là-dessus, bah il n'y aura pas d'autres éléments. Il n'y aura pas les éléments parasites tels que tout, toutes les pensées, tous les jugements, toutes les critiques qui peuvent au quotidien te miner et te rendre la vie plus compliquée et moins agréable. Donc là, ça te permet pendant un instant de t'éloigner de toute la partie du cerveau qui est, on va dire, le surmoi, toute cette partie qui est critique, qui va observer, analyser, juger et qui est pas forcément très bienveillante, et simplement d'être dans l'instant présent. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la méditation. Donc là, je l'évoquais à travers celui-là, mais par exemple, tu peux avoir d'autres exercices qui vont être beaucoup plus compliqués. Donc par exemple, des exercices debout où ça sera essayer de tenir sur une seule jambe ou de tenir. Donc ça, c'est faisable. Ensuite, si tu veux encore augmenter le niveau de difficulté, tenir sur une seule jambe, les yeux fermés. Là, la concentration va vaciller parfois. Et dès que tu commenceras à penser à autre chose que ton équilibre, et que cet instant présent, bah tu vas commencer à tomber. Et du coup, ça va être différents exercices qui peuvent être, on va dire, des moyens d'attirer l'attention en fait. C'est comme ça qu'on peut voir les outils de méditation, c'est juste des manières d'ancrer l'attention dans le présent. Et voilà, c'est un peu la merveille de la méditation, c'est que alors que l'esprit peut déchirer, peut se déchirer lui-même en se concentrant à la fois sur le passé, sur le futur, sur ce que tu devrais faire, sur ce qui n'est pas fait, etc. La méditation permet de, de s'éloigner de tout ça, de prendre de la distance et de se concentrer sur une seule chose, l'instant présent. Et voilà, donc ça peut valoir le coup d'essayer et d'y mettre toutes les chances, donc pas être dérangé. Par exemple, c'est dire, bah, je vais prendre 5 minutes aujourd'hui pour ça, ou en fonction de votre disponibilité, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être tout ce que vous voulez, mais concrètement, essayez de prendre le temps de faire cela. Et je ne sais plus qui a dit cela, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je ne sais plus si c'est un Bouddha ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il évoquait le fait que non, ça doit pas être Bouddha, ça peut être Marshall Rosenberg, je ne sais plus. Il évoquait le fait que tous les jours, il médite 1 heure par jour. Ça devait être Marshall Rosenberg. Et que par contre, les jours où il a beaucoup de choses à faire, il médite 2 heures par jour.
Selon vous, pourquoi? Parce qu'il en a envie? Intéressant, mais pas forcément la raison. Adélas, une hypothèse? Si tu es encore là d'ailleurs. Il va pas chercher sur Google la réponse. Bon, globalement, la réponse à cette question, c'est que les jours où il a l'impression d'avoir pas mal de choses à faire, c'est les moments. Globalement, j'évoquais le fait que certaines personnes, je sais plus si c'était un sage ou si c'était Marshall Rosenbach, je retrouverai la source, évoquaient le fait que tous les jours, il médite 1 heure par jour. Sauf les jours où il a beaucoup de choses à faire, ces jours-là, il médite 2 heures par jour. Et je demandais, selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a cet élément? Pourquoi est-ce qu'il médite plus longtemps? Encore? Alors, une personne relativement sage qui médite 1 heure par jour. Les jours où il a beaucoup de choses à faire, au contraire, il médite 2 heures par jour. Pourquoi? Alors, globalement, la réponse à cette petite énigme, c'est que les jours où il a beaucoup de choses à faire, bah, c'est justement le moment où il faut ralentir. Parce que concrètement, à moins qu'il ait appuyé sur le bouton pour empêcher l'arme nucléaire d'exploser et de détruire l'intégralité de l'humanité, le fait de remplir ton agenda, le fait d'envoyer un mail, le fait de faire ci, le fait de faire ça, ça peut attendre. Et lorsque je ressens cette pression, que je ressens toutes ces contraintes, bah c'est justement le moment où il est important de ralentir et de réussir à prendre conscience que ces contraintes entre guillemets, bah ne sont pas tant des contraintes que cela, que ce sont pas des obligations et qu'on peut s'en détacher. Que certes, il y aura peut-être des conséquences à côté, mais qu'en soi, c'est OK. C'est justement avoir conscience que je peux avancer à mon rythme et que j'ai pas et que je dois pas me laisser embarquer par les tourments du quotidien, par la tempête du quotidien, parce que concrètement, dans une journée, si j'écoutais tout ce que j'ai à faire, tout ce que je dois faire, il y a 50 millions de choses, et si je souhaitais toutes les faire, tous les jours, il faudrait que je passe même 36 heures par jour, ça serait pas suffisant. 48 heures par jour non plus. Donc que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans le milieu artistique, que ça soit dans tous les milieux, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que je dois faire. Et c'est justement dans ces moments-là, dans ces moments où j'ai vraiment cette sensation de je dois, qu'il est important de prendre du recul sur ce qui est obligatoire, sur ce qui est essentiel, et sur ce qui, à l'inverse, relève des futilités du quotidien. Et qu'est-ce qui, au quotidien, va m'apporter de l'épanouissement? Qu'est-ce qui va me recentrer sur ma connexion à l'instant présent? Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer de manière sereine dans mon existence? Le fait de méditer peut permettre de prendre un peu plus d'informations à ce sujet. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, donc le stream va pas tarder à s'arrêter. Si vous avez encore certains éléments que vous souhaitez aborder, vous le pouvez. Donc comme je le disais, la semaine prochaine, ça sera donc de la communication non violente avec un focus sur OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Que dire de plus pendant que si vous le souhaitez poser des questions, il n'y a pas de problème. Tac tac tac, bah oui, si vous le souhaitez, vous pouvez, passer sur le Discord de Connexion non violente qui se trouve dans les liens de la bio. Si vous voulez, vous pouvez aussi remplir le formulaire pour passer dans une interview, c'est tout à fait possible. Ça permet, s'il y a des choses qui vous tracassent, bah, de les aborder
Effectivement, ce sera devant les 2 ou 3 spectateurs qui se battent en duel, mais l'objectif ici est de construire une communauté bienveillante. Donc il faut aussi un outro. Heu, j'ai pas compris. Qu'entends-tu Adélas par un outro? Ah oui, bah, concrètement, c'est un peu ce que je fais c'est rappeler les éléments qui permettent d'avancer, qui structurent un petit peu les éléments supplémentaires. Un écran annonçant la fin de stream? Ouais, why not? Ça peut être intéressant. Je sais pas trop ce que ça apporterait vu que concrètement j'arrête le stream, bah, une fois que c'est terminé et je rap je rappelle les éléments essentiels à l'oral je vois pas trop l'importance d'avoir ce type de choses en sachant que c'est déjà présent dans la bio, que ça soit les, différents éléments, voilà, il y a tout dans la bio ça fera un peu répétition. Mais du coup, bah, je vous remercie pour, votre, attention. D'ailleurs, Commander Root, si à un moment tu souhaites t'exprimer sur, un sujet, je serais aussi extrêmement intéressé, bah, d'avoir, tes retours, tes perceptions, tes idées, et ce que tu en penses, hein. Il y a pas de souci à rester, juste pour observer. Il y a peu Tu es aussi le bienvenu pour, discuter. Effectivement, que ce soit Adélas ou Neko, je discute avec eux à côté. J'ai l'occasion de passer du temps, en dehors du stream avec eux. Pour ce qui est de toi, bien, tu tu es le bienvenu pour, t'exprimer sur le stream et il y a pas d'obligation, mais faut pas, il y a pas de raison d'avoir peur non plus. Encore une fois, l'idée, c'est une communauté bienveillante dans laquelle on t'accueillera à bras ouverts. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, portez-vous bien et voilà, ciao.